Mesdames, Messieurs, bonjour, merci d'être là, 11h15, Actu Room, sur un sujet que vous connaissez tous, que vous pensez tous connaître en profondeur, empreinte carbone, réglementations existantes, initiatives réglementaires. Vous avez vu, il y a 3 petits points, etc. C'est-à-dire qu'on va balayer très large. L'empreinte carbone, quasiment aujourd'hui, tout le monde est censé la faire, ne serait-ce qu'en faisant un audit énergétique de votre maison. Si d'aventure vous voulez en acheter une ou en vendre une, ça concerne tout le monde, ça concerne le monde de l'entreprise. Ça concerne les États, ça concerne toutes les organisations depuis des années, depuis pratiquement le temps où on a commencé à parler de carbone. Et il y a une actualité qui s'accélère, si j'ose dire. On va voir ça avec Marc Cottini, ingénieur expert à l'ADEME, Cécile Brett, directrice RSE, développement durable, soutenabilité, comment vous dites ? Programme climat et environnement, voilà, chez Géodis. Jean-François Agénor, directeur transport France Boisson et président de la commission transport en compte propre à l'AUTF. Et Quentin Donadille, je traduis, conseiller politique, logistique maritime, logistique soutenable, durable, fret routier, voilà, je traduis, vous admirez mon niveau de traduction au clé 4. Je vous laisserai dérouler cet acronyme. For English speaking people, please scan the flash code. When it will appears, enfin voilà, il faut flasher. Le clé 4, tiens, dites-moi. Dérouler l'acronyme parce que je ne m'en souviens plus. Alors, en français, ça donnerait le comité de liaison européen des transitaires de l'Union européenne. À peu près ça. Oui, c'est à peu près ça en fait. C'est comité de liaison européen des commissionnaires et auxiliaires de transport. Donc c'est un acronyme en français, mais on l'utilise en anglais, Freight Forwarders. Voilà. Eh ben voilà, merci beaucoup. Marc Cottini, quand on parle carbone, quand on parle énergie, quand on parle empreinte carbone, forcément on pense à l'ADEME. Et l'ADEME pense à nous. L'ADEME a plein de choses à nous dire. L'empreinte carbone, comment on la mesure ? Oui, comment on la mesure ? Par quels outils on la mesure ? Y a-t-il des normes ? Y a-t-il des référentiels, etc. Alors, merci. Oui, ce sujet de l'empreinte carbone, il est au cœur de nos préoccupations et peut-être de la valeur ajoutée particulière que l'ADEME peut apporter aux acteurs du secteur. Il faut avoir conscience qu'il y a au moins deux axes importants dans l'accompagnement des acteurs. Il y a la démarche réglementaire et les démarches volontaires. Et en appui de ces deux axes, il y a la normalisation. Donc nous, depuis 20 ans, on essaie d'agir sur ces 3 volets, sachant qu'il y a aussi, pour que ces démarches se développent, 2 niveaux. Il y a tout ce qui concerne spécifiquement les transports et ce qui concerne plus globalement les entreprises, leurs obligations de reporting et leurs pratiques de reporting. Donc les deux sont corrélés et s'auto-alimentent. Et enfin, je voudrais souligner qu'il y a la dimension géographique qui est importante. Il y a ce qui se passe au niveau national, au niveau européen et au niveau international. Et donc voilà, depuis 20 ans, on essaie de pousser sur tous ces fronts et dans toutes ces dimensions pour faire en sorte que les entreprises sachent effectivement comment procéder, qu'on les accompagne pour le faire et que donc, cette pratique soit de plus en plus répandue. Vous les accompagnez de quelle façon, les entreprises ? Vous les aidez financièrement, vous les aidez... Allez-y, pardon. De diverses façons. Donc, par exemple, je citais le besoin d'harmonisation des méthodologies de calcul.
Donc, Parce que d'un pays à l'autre, c'est pas les mêmes. alors, potentiellement, et voire d'un acteur à l'autre. Donc, c'est pour ça que dès 2000, les années 2000, 2007, quand on a voulu développer le principe de remontée d'informations GES des prestataires de transport vers leurs clients, d'ailleurs de façon très générale, hein, transport de marchandises, transport de voyageurs, dans la perspective d'une réglementation française qui s'appelle l'information GES des prestations de transport, qui est entrée en vigueur le 1er octobre 2013. Nous avons développé des travaux avec tous les acteurs pendant plusieurs années au niveau national, mais en parallèle, nous avons élaboré une norme européenne, EN 16258, donc publiée en 2012. Et quelques années après, nous avons lancé le projet que cette normalisation atteigne l'échelle internationale. Et donc en 2019, nous avons démarré les travaux de la norme ISO 14083 qui porte sur le même sujet, hein, d'harmonisation des méthodes de calcul des prestations de transport, et qui a abouti puisque la norme a été publiée pas plus tard que la semaine dernière. Donc on est pile dans l'actualité, d'où l'intérêt d'être dans l'ActuRoom. Ça veut dire qu'avant, d'un pays à l'autre, il n'y avait pas de référentiel normé à l'échelle internationale. Aujourd'hui, on en a un. C'est ça. C'est ça. D'ailleurs, il est intéressant de constater que la réglementation française qui est entrée en vigueur le 1er octobre 2013 a été revue le 1er juin 2017, revue à la baisse en termes de périmètre d'application, parce que faute d'harmonisation internationale, il a été fait le constat que et notamment sous la pression des acteurs du transport maritime et du transport aérien, il n'était pas possible d'exiger d'appliquer une réglementation nationale basée sur une méthode nationale ou européenne et non internationale. Donc on a besoin de ce niveau international d'harmonisation, bon, parfois dans les entreprises parce que ce sont des grands groupes, mais aussi au niveau de la réglementation pour pouvoir s'appuyer sur une méthode incontestable. Quentin Donadi, rappelez-nous le contexte européen. Qu'est-ce que l'Europe demande au secteur du transport et de la logistique en termes de réduction des émissions de gaz à effet de serre? Alors c'est assez nouveau quand même, parce que c'est beaucoup de choses qui sont en discussion actuellement au Parlement, au Conseil aussi, où c'est des initiatives qui vont arriver. Si on prend pour la mesure de l'empreinte carbone, une mesure qui devrait arriver d'ici peut-être en mai, peut-être juin, c'est pas encore prévu, c'est l'initiative qui s'appelle Count Emissions EU, qui serait un cadre harmonisé en fait de mesure des émissions de transport, de logistique. C'est encore un peu flou de savoir qu'est-ce que ça va représenter, dans quelle manière, est-ce que ce sera un règlement, est-ce que ce sera quelque chose qui sera de manière obligatoire, pour quel type d'entreprise. Donc on a fait quand même des soumissions, on a expliqué un peu notre position, notre point de vue, et notamment le fait que pour tout cadre harmonisé doit se baser sur la norme internationale, notamment celle ISO. Donc ça reste encore à voir ce qui serait mis en place, peut-être plus des plateformes de données, d'échanges, ou des certifications qui permettent en fait d'harmoniser les mesures d'émissions entre les pays et entre les transporteurs. Mais c'est dans un cadre, dans le paquet Fit for 55, de réduction de jusqu'à 90% des émissions du secteur du transport. Oui, alors pour le paquet climat Fit for 55, donc pour faire simple, c'est l'ajustement pour qu'en 2030, l'Union européenne baisse de 55% ses émissions de gaz à effet de serre. L'objectif à terme, c'est de réduire de 90% les émissions dans le transport en 2050. Donc on a plusieurs initiatives qui ont été adoptées. La dernière en date hier, cette nuit, par exemple AFIR, sur le règlement pour les infrastructures de recharge, de carburants alternatifs. Plusieurs autres sont en train d'être validés ou sont encore de discussion. Je pense notamment à l'ETS, donc le système d'échange de quotas d'émissions, notamment maintenant qui intégrera la route et aussi le transport maritime. L'aviation aussi a été validée. Vous avez aussi
beaucoup de choses qui concernent le transport, notamment maritime et l'aviation. Donc c'est ce qu'ils appellent Fuel EU maritime et Refuel EU aviation, sur réduction de l'intensité carbone pour les navires et la fourniture de carburant durable pour dans les aéroports. Donc ça, le fuel maritime, un accord a été trouvé, Parlement Conseil. Aviation, ça reste encore, on n'est pas loin de trouver un accord. Maintenant, il y a d'autres points qui prennent un peu plus de temps. C'est plus des mesures qui sont mesures énergétiques, directive énergie renouvelable, efficacité énergétique ou même taxation de l'énergie, qui sont encore en discussion. Il y a encore beaucoup de points de dissension, en fait, que ce soit au Parlement Conseil ou même entre les États membres. Donc c'est un gros paquet. On arrive sur la fin, mais on a la suite qui arrive aussi. On a, ah bon, parce qu'il y a une suite. Exactement. Alors, le mois dernier, je pense que vous avez tous entendu parler des standards CO2 pour les voitures, qui va être validé finalement. Et donc le mois de février, on a eu la même initiative pour réviser le règlement pour les standards CO2 pour les poids lourds. Donc camions, bus, etc. On s'attend à des discussions encore plus compliquées que ce qu'on a eu pour le standard voiture. Parce que on a beaucoup encore d'acteurs qui estiment que on ne peut pas se permettre d'avoir 100% des camions, par exemple, zéro émission d'ici 2040. C'est pour ça, par exemple, que la Commission a choisi de faire un standard à 90% et pas à 100%, ce qui laisse encore une marge pour les moteurs à combustion interne, par exemple. Donc ça, on est juste au début, ça vient d'être présenté, donc il y a encore beaucoup de discussions, notamment sur les dates de mise en place, mais aussi sur les objectifs en fait, de ces cibles. Donc on a ça, et donc le paquet, donc je vous ai parlé de Count Emissions EU qui arriverait peut-être mai, voire juin, peut-être plus tard, aura aussi une dimension plus sur... on aurait aussi la révision de la directive poids et dimension pour les poids lourds, savoir si on peut rouler avec des camions plus longs, plus lourds, et aussi la révision de la directive transport combiné, aussi pour soutenir le transport rail-route, mais aussi mer-route. Donc on a beaucoup de choses à suivre. L'objectif est simple à comprendre, mais en termes réglementaires, ça a l'air extraordinairement compliqué. Ça l'est pour vos 19 000 entreprises adhérentes. Vous passez votre vie à faire de la vulgarisation. Alors c'est un peu ça. Nous, en fait, nos membres, c'est les associations nationales. Donc en fait, on fait le relais. Donc les associations nationales font le relais ensuite. On essaye d'harmoniser un peu les mesures. C'est-à-dire qu'en fonction des États, on n'a pas les mêmes avantages, les mêmes inconvénients, mais aussi on a les mêmes ambitions. Donc nous, ce qu'on essaye de faire, c'est surtout d'expliquer ce qui se passe, comment ça fonctionne. Maintenant, c'est d'un point de vue, on va dire ce qui se passe à Bruxelles, c'est extrêmement compliqué, mais il faut le prendre en fait sous forme de paquet. Ce qui est assez difficile à réfléchir parce que chaque texte est en fait négocié un peu individuellement par un groupe de députés, etc. Et on a difficilement une vision d'ensemble en fait, parce que on peut toujours demander plus d'ambition sur un tel texte, mais il faut que ce soit compensé par autre chose. Nous, par exemple, ce qu'on demande, c'est qu'on peut avoir de l'ambition pour réduire les émissions des poids lourds. Maintenant, il faut des mesures d'accompagnement pour permettre aux entreprises d'avoir des financements pour acheter en fait, ces camions, pour les louer, ou alors des mesures qui permettent de faire fonctionner ces camions, ne serait-ce que les infrastructures de recharge. On ne peut pas dire d'avoir des camions qui sont électriques, zéro émission, si on n'a pas d'infrastructure de recharge. Et puis s'il n'y a pas d'aide de l'État ou si les États arrêtent de subventionner. Avant de vous passer la parole, Marc Cottini, vous l'ingénieur, 90% de réduction des émissions de carbone du secteur du transport. C'est un objectif, c'est quoi? C'est de l'ordre du fantasme ou c'est réaliste? Le micro est à votre gauche. C'est la question à la con. Hein. C'est nécessaire, voilà. Oui, ça c'est une vraie réponse de politique. Que vous n'êtes pas. C'est nécessaire certes, mais est-ce que c'est faisable, envisageable? Comment? C'est une combinaison de tous les leviers connus, technologiques, donc les véhicules eux-mêmes, leurs sources d'énergie, l'organisation des flux. Voire, on en parle aussi de plus en plus, des mesures de sobriété, qui pourraient aller jusqu'à
transporter moins de marchandises ou en tout cas sur de moindres distances, de façon plus optimisée, même si ça représente un certain effort ou sacrifice. Il faudra C'est tout en même tout temps. combiner pour se donner les chances d'y arriver. D'accord. Monsieur Agénor, Madame Bray, ça vous fait pas peur? Enfin, vous êtes déjà dedans. Madame Bray, par exemple, les calculs d'empreinte carbone, vous en faites depuis des années et vous allez même plus loin que ça. Revenez peut-être sur Géodis. Oui, je reviens rapidement sur Géodis, si ça fonctionne. Je ne sais pas si ça va marcher. Est-ce que la régie peut nous faire partir le PowerPoint de Géodis? Voilà, tout le monde connaît Géodis, évidemment. Tout le monde connaît Géodis, évidemment, en France, bien sûr, mais pas que. Je n'y arrive pas, excusez-moi. Un rappel, Géodis, c'est bientôt 50 000 collaborateurs. Dans le monde entier, le premier pays de présence de Géodis après la France, ce sont les États-Unis, ce qui est pas très connu. En 2022, on avait donc un peu plus de 13 milliards de chiffre d'affaires. Et dans le monde, plus de 9 millions de mètres carrés de surface, plus de 800 sites. Je me permets de rappeler ça parce que c'est important, effectivement, par rapport aux réglementations auxquelles nous sommes confrontés en France, en Europe et dans le monde. C'est différent. Les réglementations sont différentes. Alors la France a été certainement la première à mettre en place des réglementations sur l'affichage carbone. Donc on est pionnier sur ces sujets, ça on peut le dire. Et un de nos objectifs, c'est bien sûr de nous assurer que ces réglementations sont alignées sur toutes les régions dans lesquelles on opère. Peut-être une deuxième information. Donc ce que je vous disais, c'est qu'aujourd'hui, le chiffre d'affaires en France est de un peu plus de 3,8 milliards de chiffre d'affaires. On a une forte présence aux États-Unis. Et l'Europe reste notre principal, on va dire, lieu d'activité. On a 5 métiers. Donc, en France, la messagerie, distribution express. Je vois d'ailleurs mes collègues qui sont là-bas. Notre métier historique, le transport routier sur toute l'activité européenne, bien sûr les activités de logistique contractuelle et les activités de freight forwarding qui représentent presque 50% de notre chiffre d'affaires, donc le transport aérien et maritime. Donc on a à la fois cette question de comment calculer sur un périmètre international et comment calculer l'empreinte carbone sur toutes nos activités, que ce soit le transport routier, la messagerie, le transport aérien et maritime. Et avec les bons référentiels et avec des règlements qui n'existaient pas avant la norme ISO et avec des réglementations différentes d'un pays à l'autre. Exactement. C'est un enfer, votre affaire. Quand on parle de réglementation sur les sujets empreinte carbone ou de standards sur les sujets empreinte carbone, il y a des réglementations effectivement sur comment on mesure l'empreinte carbone. Donc typiquement, comment on fait le bilan carbone d'une activité. Pour avoir une image, donc le bilan carbone, c'est comme le chiffre d'affaires. Donc quelle est l'empreinte carbone de toutes les activités d'une organisation ? Et derrière, nous, dans notre métier, je pense qu'on est la seule activité qui a pour obligation de communiquer l'empreinte carbone des services que nous fournissons. Il n'y a pas de réglementation, à ma connaissance, que ce soit sur les produits ou que ce soit sur les services. Nous, le secteur du transport et de la logistique, depuis 2013, en France, nous communiquons l'empreinte carbone des services de transport que nous produisons. Et vous êtes obligé de le faire dans le cadre de, je ne sais plus comment ça s'appelle, la directive CSRD. Alors, on est obligé de le faire, l'affichage CO2 et l'affichage GES, sur la France. Il n'y a pas de pays aujourd'hui en Europe qui oblige, ou dans le monde entier, qui oblige à afficher cette information. D'où les travaux sur la norme ISO 14083. Nous souhaitons nous assurer que quand on mesure l'empreinte carbone d'une activité, les standards soient les mêmes, quelle que soit la région dans laquelle on opère. Donc, par exemple, aujourd'hui aux États-Unis, on ne calcule pas l'empreinte carbone d'une prestation de transport en incluant, par exemple, tout ce qui est le well to tank. Tout d'un coup, le mot m'échappe en français.
mais uniquement sur du réservoir à la roue. Donc la CSRD, pour venir à la réglementation et aux réglementations européennes qui vont venir, la CSRD nous apporte un cadre européen de publication extra-financière. Donc non seulement cela implique les aspects climat, mais aussi les autres aspects RSE. Donc toute entreprise, toute organisation va devoir communiquer sur ses impacts extra-financiers, que ce soit environnementaux, que ce soit sociaux. Et l'impact en termes de nombre d'indicateurs à mesurer et à communiquer est énorme. Mais en tout cas, l'empreinte carbone va faire partie des exercices obligatoires pour toutes les entreprises. Ne serait-ce que évaluer, pardonnez-moi de vous couper, l'empreinte carbone, les effets indirects, les émissions indirectes de votre activité, donc jusque chez votre client, et comment votre client va aller chercher un colis, ce qu'on appelle le scope 3, c'est ça? Ce qu'on appelle scope 3. Donc ça inclut évidemment les émissions directes et l'émission indirecte, le scope 3. Donc dans notre cas, en tant que prestataire de transport, donc tous les transports sous-traités. Donc il est important qu'à la fois nous, prestataires logistiques et transporteurs et les chargeurs soient à même de calculer l'empreinte carbone de toute la chaîne de transport. Donc, dans le cadre de la CSRD, les entreprises, et d'ailleurs dans le cadre de la réglementation bilan de gaz à effet de serre en France, les entreprises ont pour obligation de mesurer les impacts matériels du scope 3, donc les principales sources d'émissions du scope 3. Et donc, il est important pour mesurer ce scope 3 que sur le transport, on ait des standards qui nous permettent de mesurer de la même manière, quel que soit le pays où on opère, d'où la norme ISO 14083. Mais qui est arrivée que hier matin, quoi. Qui est arrivée que hier matin. Oui, et également la norme sur les bilans GES au niveau des entreprises. Donc la 064.1, qui elle date de 2008. Me voilà rassuré. C'est vrai que c'est un cadre qui est extrêmement complexe à expliquer. Oui. J'en suis désolée. Mais c'est vrai que c'est très important pour toutes les entreprises de se préparer à ces cadres, de travailler avec les organisations comme TLF ou comme le CLECAT pour effectivement anticiper toutes ces réglementations à venir. Monsieur Agénor, le scope 3 par exemple, voilà, comment on mesure finement les émissions de carbone sur toutes vos activités, même au bout du bout. Rappelez-nous, France Boisson. Bonjour à toutes, bonjour à tous. France Boisson, donc distributeur de boissons et de services du groupe Heineken, spécialisé dans la distribution dans l'univers de la consommation. Non, peut-être plus. De la consommation hors domicile. Donc les cafés, bars, restaurants. Donc une activité de plus de 60 ans aujourd'hui. Alors, pour répondre à votre question... 46 000 points de vente, 71 centres logistiques. Tout à fait. 80% d'approvisionnement par vos propres soins. 80% des approvisionnements produits sont faits par nos propres soins en flux départ, finalement, puisqu'on organise le transport au départ des fournisseurs et des industriels. C'est un avantage ou un inconvénient, ça? Alors c'est un avantage pour calculer l'empreinte carbone, puisque vous maîtrisez votre flux de bout en bout. Et vous pouvez appliquer, je vais revenir sur la méthodologie. Oui. Et donc, pour livrer nos clients donc, sur la partie aval, nous disposons d'une flotte de 700 poids lourds qui rayonnent au départ de nos 70 sites de distribution vers tous nos clients. Tous électriques, évidemment. Alors, bientôt, pas encore. On est déjà quasiment au full Euro 6. On a fait un très très gros effort de renouvellement de notre flotte ces dernières années. Et on commence l'aventure électrique avec une première 10 premiers camions qui sont en service progressivement depuis 2 ans maintenant, même le premier en 2019. Et 20 nouveaux camions de distribution qui sont en commande et qui rentreront en service début 2024. Et puis on a un plan de renouvellement tous les ans. Et au carrefour du diesel et de l'électrification progressive du parc, nous déployons également des cuves de biocarburants,
donc un carburant qui est fabriqué à partir Lequel? le XTL, donc qui est fabriqué à Donc à partir partir de déchets végétaux et déchets animaux. végétaux, d'huile de friture recyclée, de produits issus de l'équarrissage aussi, je crois. Voilà, et en plus, on fait partie. Donc vous livrez les bistrots, vous récupérez leur huile de frites. Alors on le fait pas, on l'a testé en Et vous direct, mettez dans le mais camion. on s'est appuyé sur un partenaire qui est spécialisé dans cette filière qui s'appelle Quatra, et qu'on met en relation avec nos clients pour récupérer effectivement cette ressource qui était un déchet jusqu'à présent, qui est une ressource aujourd'hui. Effectivement. Alors revenons-en au bilan carbone, vous l'avez fait. Est-ce que ça révèle premièrement, est-ce que c'est difficile à faire? Deux, est-ce que ça vous a révélé des surprises sur l'organisation de vos flux, sur la vie? Parce qu'on peut considérer que c'est une radiographie d'une entreprise, un bilan carbone. Oui, absolument. Alors, c'est un parcours d'apprentissage. On ne fait pas un bilan carbone parfait du jour au lendemain. On a commencé notre premier bilan en 2016 pour l'année 2015. L'ADEME vous a aidé. Et voilà, tout à fait. Et progressivement, en fait, si j'ai un conseil à vous donner en tant que chargeur, en tous les cas sur le périmètre français, parce que vous avez vu que l'international, c'est quand même quelque chose, ne restez pas tout seul, que vous soyez transporteur ou chargeur, ne restez pas tout seul avec votre problème et votre bilan. Vous avez des experts extraordinaires qui Marc sont Cotigny est là pour vous spécialisés, répondre, mesdames, effectivement. messieurs. On fait partie, comme vous l'avez dit, d'un pays où, madame l'a dit tout à l'heure, un pays qui est pilier sur la réglementation carbone. Et donc, vous pouvez, si vous êtes transporteur, vous rapprocher de vos fédérations. Et vous avez un dispositif qui s'appelle Objectif CO2 qui existe depuis Monsieur Cotigny une quinzaine d'années, je pense, 2008, voilà, qui va vous guider pour réaliser votre bilan carbone. Et vous pouvez aussi bénéficier de l'aide d'experts qui vous aideront à faire votre bilan carbone année après année. Et si vous êtes chargeur, donc ça c'est ma casquette à UTF, vous pouvez vous appuyer sur Fred 21, qui est la même démarche dédiée aux chargeurs et qui permet de bénéficier d'expertise pour produire votre bilan. Vous avez même des subventions, je crois, d'aide de consultants qui peuvent être mises en place. Et l'avantage, c'est que du coup, c'est une méthodologie qui est portée par l'ADEME, qui est la même du coup pour tout le monde, et qui vous permet de vous benchmarker avec toutes les autres entreprises et de bénéficier aussi d'un certain nombre de fiches actions qui vous donnent les bonnes pratiques qui sont les plus valorisantes en termes de réduction carbone. Et donc, qu'avez-vous vu, vous, dans votre secteur pour France Boisson? Qu'est-ce que ce bilan carbone vous a révélé et quel levier vous a-t-il éclairé? Alors, en fait, on s'est appuyé sur les conseils d'Objectif CO2 et Fred 21. On a travaillé sur l'optimisation de la flotte. On s'est outillé pour pouvoir le faire. On s'est équipé de télématiques qui nous permet à la fois de mesurer parfaitement les distances parcourues et les consommations de nos camions, et également d'aider nos chauffeurs à avoir une conduite plus rationnelle, ce qu'on appelle l'éco-conduite. Ce qui nous permet aussi progressivement d'optimiser notre parc, donc de réduire année après année le nombre de camions dont on a besoin pour travailler. Et donc après, c'est une somme d'initiatives. Donc sur le scope 1, scope 2, donc notre propre flotte, enfin le scope 1 en tout cas, on a énormément travaillé sur ces aspects-là, et puis sur le renouvellement de la flotte, puisque comme beaucoup de chargeurs pour compte propre, l'enjeu évidemment global est l'enjeu de réduction carbone, mais on a aussi l'enjeu d'accessibilité au centre-ville à travers l'apparition la formalisation des ZFE qui adressent le carbone, mais également les polluants atmosphériques qui sont émis par les camions. Donc on a ce double enjeu à traiter pour continuer d'opérer dans les années à venir. Pareil pour vous, Madame Bray? Ah bah vous n'avez plus de micro, il faut peut-être l'allumer en fait. Allô? Oui. Voilà. Pardon, allô. Oui. Non, il faut que vous le teniez bien en haut, je pense, le micro, sinon vous faites interférence. Ah d'accord. Ok. Pardon. Oui, sur les ZFE, nous avons un plan pour pouvoir rentrer dans les villes, quelle que soit la ville en France, et un plan de transition énergétique mené par notre métier de messagerie express. Donc on est en pleine transition, effectivement, de notre flotte.
Et ce bilan carbone que vous avez fait, que vous continuez à faire, il vous a révélé des choses. Vous avez eu des surprises en termes de leviers sur lesquels agir. Je vous pose la même question qu'à Monsieur Agénor. Alors, le bilan carbone, on l'a fait pour la première fois en 2010 chez Géodis. Il n'y a pas vraiment de surprise. On va dire que nos émissions dites directes, donc celles liées à la consommation de carburant de notre flotte, on a aujourd'hui plus de 3500 véhicules moteurs. Les émissions de gaz à effet de serre de notre flotte représentent environ 5% de nos émissions de gaz à effet de serre au global. Et la majorité de nos émissions de gaz à effet de serre se sont bien sur la sous-traitance. Donc, transport routier, transport aérien et transport maritime. On a fait notre premier exercice en 2010. Suite à cela, on l'a fait l'exercice, on s'est fait accompagner par 2 cabinets de conseil d'ailleurs à l'époque. Pour industrialiser le process et pour pouvoir répondre à la réglementation, on a interfacé nos systèmes d'information métiers, nos TMS. On a déployé des systèmes de calcul depuis 2013 dans nos systèmes. Donc, avec EcoTransit, voilà. On avait déjà à l'époque appliqué la norme européenne et la réglementation française et on s'est interfacé avec un outil international qui s'appelle EcoTransit et on continue de faire évoluer cet outil. On continue à la fois de l'interfacer sur les nouvelles acquisitions et on continue de le faire évoluer avec la connaissance métier et avec l'évolution de nos outils également. Donc plus ça avance, plus la connaissance fine de nos opérations et en particulier celle de nos sous-traitants nous permet d'améliorer nos calculs d'émissions de CO2. Ça coûte cher de faire un bilan carbone? Ça coûte cher si on n'a pas commencé depuis longtemps. mais la notion d'avoir... Parce qu'il y a deux... Pour moi, il y a 2 notions qui sont extrêmement importantes. Il y a d'une part la méthodologie qui en soi n'évolue pas tellement. On ne peut pas dire que comment calculer les émissions de gaz à effet de serre dans le secteur du transport, en soi, ce n'est pas extrêmement compliqué. C'est directement lié à notre consommation d'énergie et consommation de carburant. Et après, il y a des règles d'allocation qu'on doit mettre en œuvre pour calculer, etc. Donc, il faut s'assurer que tout le monde mette en place ces mêmes règles. Le plus impactant sur la mesure, c'est la donnée qu'on utilise pour faire ce calcul. Est-ce qu'on a une information suffisamment précise sur le type de véhicule, sur les kilomètres en charge, sur les kilomètres à vide, sur le taux de chargement? Donc, cette information a quasiment plus d'impact sur le résultat et la qualité du calcul que la méthode. C'est les infos que sont censés vous transmettre vos sous-traitants. Alors, les infos que nous transmettent nos sous-traitants, il y a une partie des informations qui sont effectivement transmises par nos sous-traitants, mais nos sous-traitants ne nous transmettent pas aujourd'hui les consommations de carburant. Donc, nous, sur la sous-traitance, nous travaillons sur des modèles de calcul de la sous-traitance. Ça paraît fou, malgré la réglementation, ils ne sont pas obligés de vous renvoyer... Ils sont obligés de nous renvoyer l'information, sauf que nous, Géodis, on ne va pas s'interfacer avec 30 000 sous-traitants. On a des flux réguliers avec les partenaires réguliers. On a des informations suffisamment précises sur cette sous-traitance. Sur le transport aérien, sur les routings de nos vols, les numéros de vol, le type d'avion. Sur le transport routier, on a des informations sur le type de camion. Par contre, on a des informations en France et en Europe. En dehors de l'Europe, on a absolument 0 information. Donc c'est pour ça que la méthode est importante. Ça reste un peu du doigt mouillé. Mais on décide avec nos opérations de standards à utiliser suivant les différentes régions. Monsieur Agénor, ça coûte, ça rapporte de faire un bon bilan carbone. On voit des volants d'économie. Oui, clairement, on en voit. Ouais, par exemple. Alors ça dépend d'où on part, évidemment, mais quand on arrive dans une entreprise qui a des leviers ou des gisements d'optimisation qui ne sont pas activés, le fait de faire un bilan carbone qui demande quelques semaines de travail dans une entreprise comme la nôtre pour une personne, ça nous a permis de lever le doigt sur certains dysfonctionnements qu'on a pu traiter. Donc
Au début, en tout cas, ce que moi j'ai pu observer, c'est qu'en travaillant le levier de l'optimisation, on fait des économies et on fait des économies en euros et on fait des économies en CO2. Dans un deuxième temps, quand on doit affiner nos calculs, quand on veut aller de plus en plus vers la vérité, il faut investir dans des outils. Je parlais d'implémenter la télématique, par exemple, sur une flotte de camions. Ça coûte un petit peu d'argent, mais ça a d'autres leviers de valeur ajoutée. Voilà. Quand il va falloir acheter ou louer 700 camions électriques, là, pour le coup, c'est des budgets qui sont colossaux. Bon, est-ce que l'État vous aide suffisamment ? Jamais assez, mais, mais en tous les cas, mais il y a des aides, l'ADEME peut aider à trouver des aides. Comment vous faites pour trouver les aides ? Il y a des aides qui existent, il y a des appels à projets qui sont lancés depuis l'année dernière sur l'écosystème des camions électriques. Il y avait un bonus pour l'achat ou la location de véhicules poids lourds qui a été supprimé cette année. C'était quoi, 50 000 €, c'est pas ça ? 50 000 €, oui. Alors, voilà. Marcottini. Je ne pense pas que ça soit une décision de l'ADEME, hein, mais en tous les cas, oui, ça n'aide pas à accélérer en fait, et on a tous besoin d'accélérer sur ces sujets-là. Et c'est vrai que quand on est pionnier, c'est pas évident. Quentin Donadi, il y a des aides à l'échelle européenne ? Question peut-être naïve. Alors, pas vraiment. Ça, c'est plus du ressort des États membres, des gouvernements. Donc, c'est pour ça que nous, on a... quand vous avez des discussions sur le prix, par exemple, des émissions carbone ou sur la taxation de l'énergie, nous, ce qu'on demande toujours en retour, c'est qu'on peut faire rendre plus cher les émissions de gaz à effet de serre. Maintenant, il faut que ce soit rétribué sous une certaine forme pour permettre à la transition énergétique. C'est un des points principaux qu'on a soulevé pour la plupart des textes, notamment pour le Fit for 55. Ça a été malheureusement difficile à être suivi par notamment les États membres. Pour faire simple, on ne peut pas, par exemple, si vous avez les revenus qui sortent du marché carbone, les États vont en général refuser de l'allouer spécifiquement à certains types parce que ça du ressort du budget national. Bon, c'est beaucoup de questions légales. Mais après, donc nous maintenant, ce qu'on demande en fait aussi à nos membres, c'est de pousser en fait leur gouvernement aussi pour permettre d'avoir des aides, des financements pour permettre à la transition, notamment de véhicules électriques ou réduire les émissions de gaz à effet de serre. Donc, au niveau européen, c'est compliqué. Après, on ne peut avoir des appels à projets, mais c'est plus globaux, notamment sur les infrastructures de recharge. Donc, mais ça va être plus des projets d'ampleur. Après, si on est plus sur des entreprises qui sont plus petites, qui ont une flotte de quelques camions à peine, ça va être plus limité. Mais oui, c'est plus demandé au niveau des gouvernements nationaux. Marcottini. Oui, pour développer ce que Jean-François a évoqué tout à l'heure, donc on a en France ce dispositif, le programme EVE d'engagement qui combine quatre éléments, 3 dispositifs d'engagement volontaire, donc objectif CO2 pour les transporteurs routiers de marchandises et de voyageurs, Fret 21 pour les chargeurs et EFCOM pour les commissionnaires. Et donc, le 4e élément de ce programme, c'est une plateforme d'échange de données qui vise à ce que les données environnementales l'échange de données environnementales soit facilité entre les acteurs, donc en premier lieu de façon remontante des prestataires à leurs clients, que ce soit des indicateurs annuels qui caractérisent la performance de l'entreprise, ou des indicateurs comme ces informations gaz à effet de serre a priori mensuelles que l'on va permettre prochainement dans un développement informatique là, qui est sur le point d'aboutir, qui va permettre de façon automatisée aux prestataires de venir déposer sur la plateforme les bilans mensuels de leurs émissions pour chacun de leurs clients, et qui permettra donc ainsi à chaque client de recevoir de façon automatisée et harmonisée tous ces rapports de l'ensemble de leurs prestataires de transport. Et voilà. Et pour compléter aussi, effectivement, on a développé dans le cadre de ces 3 dispositifs, et on va bientôt avoir une version d'outils de calcul web aussi harmonisée,
Donc tous ces outils qui permettent aux entreprises de faire des calculs, soit à partir de leurs données de consommation de sources d'énergie, soit avec des valeurs par défaut ou des données modélisées. Dans la norme ISO, on distingue ces 3 catégories de données. Il y a les données primaires, celles qui sont les données réelles du terrain, auxquelles, a priori, chaque transporteur a accès pour sa propre flotte, et les données secondaires, qui sont soit des valeurs par défaut, issues des statistiques, de la littérature, des données publiées, comme la base carbone, qui est devenue la base empreinte pour l'ADEME, soit des données modélisées qui relèvent effectivement d'une approche a priori plus fine que des valeurs par défaut, qui consiste à se représenter sans avoir la certitude, mais en ayant fait soit des enquêtes ou des collectes de données statistiques, de représenter les différents paramètres qui permettent de calculer et de reconstituer le résultat le plus plausible. Le plus plausible, qui se rapproche le plus de la réalité. Donc la réalité, on ne la connaîtra jamais vraiment. Alors, c'est pas toujours si gênant, parce que dans un premier temps, on a besoin d'avoir parfois des ordres de grandeur, de savoir où se situent les émissions principales. Et puis, quand d'une année sur l'autre, on observe une évolution d'un résultat, on peut savoir si c'est parce que, justement, si on modélise, si c'est parce que les volumes ont augmenté ou si c'est parce qu'on a changé tel ou tel paramètre qui intervient dans cette modélisation. Donc, on sait en principe, c'est utile, quoi. Jean-François Génor, et ensuite la salle. Oui, pour rebondir en fait sur l'importance d'avoir l'interconnexion à travers les outils entre les émissions des prestataires. Nous, on a l'exemple typiquement. On a notre propre activité, notre propre bilan CO2 en tant que transporteur pour compte propre. Et on a 50% de notre bilan carbone à peu près qui représente qui est lié aux émissions carbone de nos transporteurs. Donc à partir du moment où vous êtes adhérent ou vous êtes charté Fret 21, très rapidement, on se rend compte que pour pouvoir affiner les chiffres, être de plus en plus dans le vrai et avoir des leviers d'action, vous êtes amené à proposer à vos transporteurs d'adhérer à la charte objectif CO2, de sorte que chaque transporteur déclarant ses facteurs d'émission, son propre bilan, vous connaissez l'activité que vous lui avez confiée, et mécaniquement et très simplement, vous pouvez faire l'addition de tout ça pour connaître votre scope 3. Donc ça, c'est très important. Je rappelle que vous transportez chaque année 550 000 tonnes. De marchandises, oui. Ça en fait du carbone. Ça fait un petit peu de carbone, c'est 26 000 tonnes de carbone, donc comparé à d'autres activités, c'est assez modeste, mais l'important, c'est de faire diminuer quoi qu'il arrive. C'est comme ça qu'on prend le sujet. Et on peut ne plus faire autrement. Mesdames, messieurs, ils et elles sont à vous. Si vous levez la main gentiment, je m'approche de vous avec un micro. Voilà, c'est fait. Bonjour, je vous demande de vous présenter. Bonjour, Cyril Bergerot. Moi, je suis directeur commercial chez BEG Ingénierie. Donc, on travaille plutôt sur les bâtiments. J'ai une question sur le carbone. Vous parliez beaucoup de l'Europe, des textes européens. Est-ce que vous avez un petit regard sur ce qui se fait sur d'autres continents, en Chine ou aux États-Unis? Je pense beaucoup à la compétitivité mondiale. J'ai l'impression que l'Europe, on a tous envie de baisser les émissions carbone. Mais le sujet, c'est toujours de se dire, dans une compétition mondiale, si les autres pays, si les autres continents ne le font pas, on peut imaginer avoir des pertes de compétitivité. Donc est-ce qu'il y a des phénomènes semblables? Et je pense notamment aux Chinois et aux Américains. Merci. Alors, pour être honnête, on ne regarde pas tant que ça ce qui se passe disons, sur les autres continents. Peut-être plus qu'en ce qui concerne le transport maritime, puisqu'on est quand même sur un moyen de transport qui est globalisé. Après, on connaît des initiatives, notamment des points sur lesquels, par exemple, on va interdire la vente de voitures ou de camions à moteur combustion interne, notamment en Californie. Alors, je ne sais plus à partir de quand, peut-être 2045, c'est à prendre avec des pincettes. Mais on a quand même des initiatives qui sont prises par d'autres régions. Après, c'est pas quelque chose que nous on regarde directement.
au moins, en fait, si on reprend juste, moi je le fais aussi du niveau européen, c'est que on voit en France, donc on fait la mesure des gaz à effet de serre, mais on a encore quand même beaucoup de choses à faire au niveau européen, ne serait-ce que sur mesurer ces émissions de gaz à effet de serre pour les transporteurs. Nous, on a fait un sondage il y a environ en octobre, novembre, de nos membres et les entreprises. La première question, c'était est-ce qu'on met une stratégie, est-ce que vous mettez en place une stratégie de mesure, ne serait-ce qu'avant de les réduire? On a à peine un tiers des répondants qui ont dit oui. Donc, on voit, on essaye un peu de regarder ce qui se passe légèrement un peu à l'international, mais déjà on se concentre énormément aussi au niveau européen, ne serait-ce que parce qu'il faut en fait, et parce que ça va devenir une nécessité, d'essayer d'harmoniser, ou du moins d'abord la mesure de l'empreinte carbone et ensuite de pouvoir la réduire. Madame Bray, vous avez l'expérience américaine, vous. Y a-t-il dissonance? Alors, Faut que vous le teniez bien haut le micro. d'accord, ok, c'est bon. Aux États-Unis, il y a des textes qui sont en préparation sur l'obligation de reporting climat. D'ailleurs, ces textes sont parfois en concurrence avec ce qui va apparaître en Europe au niveau de la CSRD. Donc, il n'y a pas qu'en Europe qu'il y a un sujet en cours de préparation. La deuxième chose, c'est que la CSRD va aussi concerner les entreprises qui ne sont pas européennes et qui ont des activités en Europe. Donc, n'importe quelle entreprise non européenne ayant une petite activité en Europe devra aussi se conformer aux réglementations européennes. Et la troisième chose, c'est que nous, en tant que prestataire logistique, on a affaire à des secteurs d'activité très différents, des clients extrêmement différents. Et on a des demandes très fortes de la part de nos clients qui ne sont pas des demandes réglementaires, mais des demandes d'entreprises qui veulent s'engager sur des objectifs de réduction de leurs émissions de gaz à effet de serre et qui veulent être responsables. Donc on est presque plus poussé dans certains cas par les demandes de nos clients que par les réglementations. Donc ça ne nous empêche absolument pas d'avancer sur le sujet. Et même d'aller plus loin, si on a le temps, on y reviendra. Monsieur, j'arrive. Bonjour, Antoine Beyer, Université de Cergy-Pontoise. Je voulais vous demander si les objectifs et les modalités européennes correspondent ou sont sur certains points peut-être en conflit avec les réglementations et les démarches françaises. Marc Cotigny, c'est pour vous ça. Je pourrais reprendre là ce que Quentin a cité tout à l'heure. Donc il y a un projet de règlement européen qui devrait aboutir au deuxième trimestre 2023 qui s'appelle Count Emissions EU, qui s'inspire en partie de la réglementation française information GES des prestations de transport et qui devrait aussi a priori s'appuyer sur la norme ISO 14083. Et donc ça montre un peu cette cohérence des approches. Donc, je ne sais pas, c'est l'élément de réponse qui me vient à l'esprit en tout cas. Messieurs, dames, vous êtes sûrs? Ah, je me disais. Bonjour, Pierre Lipoglasav de l'ADEME. Je ne vais pas me monopoliser. L'ADEME est déjà présente sur l'estrade. Juste, je voudrais dire l'importance de la mesure pour agir. Parce qu'on parle de réglementation, on parle d'obligation de mesure, on parle de comment on mesure, mais l'intérêt de la mesure sert l'action. C'est ça qui est fondamental dans ce qui nous motive. Vous ne direz pas le contraire, Marc? Non, je voudrais compléter avec une démarche sur laquelle nous sommes en train de travailler chez Geodis. C'est qu'effectivement, la mesure, c'est pour l'action et nos objectifs de réduction. Et dans les initiatives internationales qui existent aujourd'hui sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre, il y a une organisation, une initiative qui s'appelle SBT, les Science Based Targets. Et les Science Based Targets ont pour objectif d'inviter les entreprises. Donc il y a eu les accords de Paris qui engageaient les gouvernements. Et en parallèle, les Science Based Targets ont pour objectif
d'engager les entreprises et les organisations à des objectifs de réduction de leurs émissions de gaz à effet de serre qui soient en ligne avec ces accords de Paris. Donc pour pouvoir mettre en place ce type d'objectif, il faut avoir effectivement une mesure fiable. Et c'est Science-Based Target. Aujourd'hui, si je regarde par exemple Geodis, tous nos global accounts, donc les clients avec lesquels on a les plus gros chiffres d'affaires, quasiment tous, sans exception, nous ont demandé de nous engager sur ces objectifs. Donc on a besoin effectivement d'avoir une mesure fiable pour pouvoir derrière piloter notre trajectoire de réduction. Madame, je ne vous vois pas. Vous êtes là. Présentez-vous. Bonjour. Bonjour. Mettez bien la main au-dessus du... Voilà. Ça fonctionne? Oui. Je sais pas. Oui. Florence Mazot, BP2R. On a parlé de la plateforme F tout à l'heure, monsieur de la Cléclate, pardon. Clécate. Vous avez parlé de plateforme d'échange de données. Est-ce qu'on est sur les mêmes données? Est-ce qu'il y a une initiative d'harmonisation d'échange de données au niveau européen qui est envisagée? Excellente question. Quentin Donadille. Alors c'est sûrement ce qui sera l'objet en fait de Count Emissions EU, de cette initiative, puisque en fait même si ce soit un cadre harmonisé pour la mesure des émissions de gaz à effet de serre, on imagine que ça sera basé sur la norme ISO, donc on aura quelque chose. Maintenant, l'intérêt c'est de cette initiative réglementaire, du moins de ce qu'elle vient, c'est de mettre en place les moyens pour permettre la transmission de données, donc les plateformes d'échange. Maintenant, on a encore très peu d'informations en fait sur ce que sera en fait exactement cette initiative. C'est encore en cours de discussion. L'étude d'impact est en cours. On a été sollicité par la Commission européenne pour donner notre point de vue, ou donner du moins des commentaires, des soumissions. Maintenant, je pense que ça pourrait être assez intéressant en fait d'avoir une plateforme, mais aussi par exemple sur la question des valeurs défauts, ou du moins des valeurs réelles, les facteurs en fait de données, ce qui permettrait d'avoir les facteurs de faire des calculs qui soient relativement plus simples en premier lieu pour permettre en fait d'entreprendre des démarches en fait de mesure des émissions pour ensuite affiner plus tard sur des valeurs qui soient des valeurs réelles. Je voudrais, Marcottini, pardon. Oui, je voudrais compléter avec, en citant les travaux qui sont menés par l'organisation basée aux Pays-Bas qui s'appelle Smart Freight Center. Ils sont en place là, depuis 2014-2015 et ils ont beaucoup œuvré pour coordonner un peu toutes les initiatives à l'échelle mondiale. Et donc nous, à l'époque où on n'avait que développé la norme européenne, ils ont créé un réseau mondial des acteurs, particulièrement grandes entreprises, qui sont concernés par ces sujets. Ils ont publié ce qu'ils appellent le GLEC Framework, donc document méthodologique qui les a ensuite amenés justement à vouloir développer les travaux de la norme ISO 14083. Et donc parmi les différents travaux qui sont en cours, ils ont actuellement justement un projet de cadrage des échanges de données. Et donc a priori au niveau très granulaire de chaque prestation. Et donc ils réfléchissent à cette question d'une définition des formats d'échange de données, de l'existence ou non d'une plateforme intermédiaire. Et donc ils sont en train de bien avancer là sur ce sujet. Et donc nous à l'ADEME, on suit ça au titre d'exemple et de complémentarité éventuelle avec ce qu'on met en place dans le cadre de la plateforme EVE. Monsieur, ce sera la dernière question. Je ne sais pas où est le micro. Ah bah vous l'avez. Bonjour. Oui. Bonjour, vous m'entendez? Ouais, oui. Bonjour. Je m'appelle Jean-Pierre Sachs, je travaille pour une société qui s'appelle Kelvongo qui fait du circuit court alimentaire. Et donc j'avais une question. Là, vous êtes des acteurs donc importants. Vous avez la possibilité d'être précurseur sur le sujet, de participer à la réglementation en train de se faire, etc. Mais quid justement de tous les petits acteurs qui, eux, n'ont pas la bande passante, n'ont pas les ressources
pour s'intéresser de près au sujet. Comment ils vont faire pour prendre le train en marche, notamment ne serait-ce que tous vos sous-traitants. Vous, peut-être que vous serez très avancé sur le sujet, vous aurez déployé des outils, vous aurez déployé des véhicules électriques en propre, mais tous vos sous-traitants n'auront peut-être pas cette possibilité-là. Comment ça va se faire à ce moment-là? Parce que ça représente quand même beaucoup de monde, tous ces petits transporteurs. Bonne question, monsieur. Madame Bray, monsieur Agénor. Ouais, Il nous reste moins de 3 minutes. Alors, 2 réponses très rapides. La première, c'est que le programme, c'est pas pour faire plus de pub qu'il n'en faut, mais en tout cas, le programme Charte CO2, à mon avis, est vraiment très très bien fait pour les petites entreprises, pour les aider et justement les éduquer sur quelles sont les actions sur lesquelles on peut mettre en œuvre pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, nous, Geodis, en tant qu'acteurs très présents dans le secteur, nous avons construit un modèle pour financer pour nos sous-traitants les achats de véhicules électriques. Et donc aujourd'hui, on est sur un modèle où on loue à nos sous-traitants ces véhicules et c'est nous qui faisons l'acquisition de ces énergies alternatives. Jean-François Agénor. Alors pour vous répondre, donc sur la partie distribution client, aujourd'hui on le fait en propre avec effectivement nos chauffeurs sont des salariés, on n'a pas de sous-traitants, c'est un modèle qu'on défend. On est très fiers d'opérer en propre et de livrer tous nos clients en France avec nos salariés, nos camions. Pour la partie approvisionnement, on s'appuie sur des grands transporteurs régionaux. Donc aujourd'hui on n'a pas vraiment de petits sous-traitants, c'est des gens qui sont tous capables, et je pense, comme vous l'avez dit madame, le programme Objectif CO2, quelle que soit la taille du transporteur, mais il y a des entreprises qui ont 2 ou 3 camions qui sont adhérents d'Objectif CO2, et c'est ce qui fait un peu l'intérêt de la chose, c'est que c'est adapté à beaucoup de formats d'entreprises. Voilà. Merci beaucoup. Et d'une certaine façon, mesurer son empreinte carbone, c'est mesurer son risque, ses risques face au changement climatique et à ces aléas. On n'a pas eu le temps d'en parler, mais voilà, ça permet ensuite de là, c'est un outil de vulgarisation, de mesurer l'ensemble de ces risques par rapport aux vagues de chaleur, par rapport aux aléas climatiques, par rapport à la ressource en eau, etc. On n'a pas eu le temps d'en parler, mais c'est ce que vous faites, vous, chez Geodis. Enfin voilà, c'est très pédagogique, le bilan carbone. C'est une radiographie du présent et une radiographie du futur, si tant est que l'on ne fasse rien. Mesdames, Messieurs, si vous voulez des infos plus approfondies sur le Scope 3, le CSRD, à 14h55, j'ai un débat là-dessus, en salle conversation, atelier 1, ça dure une demi-heure. Vous verrez, c'est pas simple, le Scope 3, mais on y arrive. Madame, Messieurs, merci. Vous pouvez reprendre une vie normale, vous alimenter avant un prochain débat.